Le monde de Dieu avance pas à pas, et il réalise l'unité moindre avant de tenter sérieusement l'unité plus grande. Affirme d'abord la liberté nationale si jamais tu veux amener le monde à être une seule nation. Chapitre 2. De la cité antique à la nation moderne. Les préalables. 1. Première étape vers l'unité. Les petites cités. Tout le processus de la nature repose sur l'équilibre de deux pôles de la vie et sur une tendance constante à les harmoniser. Ces deux pôles sont l'individu, que nourrit le tout ou l'agrégat, et le tout ou l'agrégat, que l'individu aide à constituer. La vie humaine ne fait pas exception à la règle. Par conséquent, le perfectionnement de la vie humaine implique nécessairement l'élaboration d'une harmonie encore inaccomplie entre les deux pôles de notre existence, l'individu et l'agrégat social. Sera parfaite la société la plus entièrement propice à la perfection de l'individu. Sera incomplète la perfection de l'individu si elle n'aide pas à l'état parfait de l'agrégat social auquel il appartient, et finalement à l'état parfait de l'agrégat humain le plus vaste possible, l'ensemble d'une humanité unifiée. Mais la nature suit un processus graduel qui complique les choses et empêche l'individu d'avoir une relation pure et directe avec l'humanité totale. Entre lui et ce tout trop immense se dressent les agrégats plus petits dont la formation était nécessaire aux étapes progressives de la culture humaine. Ces agrégats sont en partie des aides pour l'unité finale, en partie des barrières. L'obstacle de l'espace, les difficultés d'organisation, les limitations du cœur et du cerveau humain rendaient nécessaire la formation de petits agrégats, tout d'abord, puis d'agrégats de plus en plus grands, pour entraîner graduellement l'individu, par rapprochements successifs, à se préparer à l'universalité finale. La famille, la commune, le clan ou la tribu, la classe, les cités-États ou les amas de tribus, la nation, l'empire, marquent autant d'étapes de ce progrès et de cet élargissement constant. Toutefois, si le but final de la nature est l'unité humaine, Sri Aurobindo insiste bien sur le fait qu'une unité sociale et politique plus vaste n'est pas nécessairement un bienfait en soi. Elle ne vaut d'être poursuivie que dans la mesure où elle fournit les moyens et le cadre d'une vie individuelle et collective meilleure, plus riche, plus heureuse et plus puissante. Or, jusqu'à présent, l'expérience de l'humanité n'a pas confirmé que d'énormes agrégats, étroitement unis et strictement organisés, fussent favorables à une vie humaine plus riche et plus puissante. Il semblerait plutôt que la vie collective soit davantage à son aise, plus bienveillante, plus variée et plus féconde, quand elle peut se concentrer en de petits espaces et en des organismes plus simples. Si nous considérons le passé de l'humanité, pour autant qu'il nous soit connu, nous nous apercevons que les périodes intéressantes de la vie humaine, les scènes où elle a été le plus richement vécue et où elle a laissé derrière elle les fruits les plus précieux, sont précisément les époques et les contrées où l'humanité avait su s'organiser en de petits centres indépendants, étroitement mêlés l'un à l'autre, mais non fondus en une unique unité. L'Europe moderne doit les 2/3 de sa civilisation à 3 moments suprêmes de cette sorte dans l'histoire humaine. D'abord, la vie religieuse des tribus disparates qui s'étaient donné le nom d'Israël, et plus tard de la petite nation juive qui lui a succédé. Puis la vie hétérogène des petites cités grecques. Enfin,
la vie artistique et intellectuelle, similaire, quoique plus restreinte, de l'Italie médiévale. C'est dans ces petites cités que les principes démocratiques de liberté et d'égalité firent leur première apparition. En Méditerranée, Rome, mais surtout Athènes, en furent les plus illustres exemples. Les petites communautés humaines auxquelles chacun peut prendre aisément une part active et où tous ressentent promptement et intensément les idées et les mouvements, qui peuvent alors rapidement grandir et prendre forme sans qu'une organisation étendue et compliquée soit nécessaire, se tournent naturellement vers la liberté dès qu'elles cessent d'être préoccupées par la nécessité immédiate et absorbante de leur propre conservation. Dans un milieu comme celui-là, les formes de gouvernement comme la monarchie absolue, l'oligarchie despotique, la papauté infaillible ou quelques classes théocratiques sacro-saintes ne peuvent pas prospérer à leur aise. Elles n'ont pas, pour soutenir leur prestige, l'avantage d'être éloignées des masses et hors de portée des critiques quotidiennes de la mentalité individuelle. Elles ne peuvent pas non plus arguer de la nécessité pressante d'uniformiser de grandes multitudes et de vastes étendues, qui, ailleurs, leur permet d'asseoir et de maintenir leur pouvoir. C'est pourquoi nous voyons à Rome le régime monarchique incapable de se maintenir, et la Grèce le considère comme une brève et anormale usurpation, tandis que la forme oligarchique de gouvernement, bien que plus vigoureuse, n'a pas pu s'assurer une suprématie exclusive, ni une stabilité durable, sauf dans une communauté purement militaire comme Sparte. La tendance à la liberté démocratique, qui fait que chaque homme participe naturellement à la vie civique et aux institutions culturelles de l'État, qu'il possède une voix égale à la réglementation de la loi et de la politique, et prend part à leur exécution dans toute la mesure où son droit de citoyen et sa capacité individuelle le lui permettent, était innée dans l'esprit de la cité libre et inhérente à sa forme. Cependant, le règne des petites cités-États ou des cultures régionales avait toujours un défaut qui obligeait à tendre vers de plus larges organismes. Ce défaut se caractérisait par la non-permanence, souvent le désordre, et surtout l'incapacité à se défendre devant l'assaut des organismes plus grands, aussi par une carence à répandre le bien-être matériel. C'est pourquoi cette première forme de vie collective a eu tendance à disparaître et à céder la place à l'organisation des nations, des royaumes et des empires. 2. L'Empire, une tentative d'unification prématurée. Mais avant que les racines psychologiques de l'unité nationale n'eussent été profondément enfoncées, avant que la nation fût solidement consciente d'elle-même et irrésistiblement en possession de son unité, invinciblement attachée à elle, l'État souverain, entraîné par l'impulsion militaire qui l'avait porté au pouvoir, tentait aussitôt de former par les mêmes moyens un agrégat impérial plus vaste. La Syrie, la Macédoine, Rome, la Perse et plus tard l'Arabie ont toutes suivi la même tendance et le même cycle. La grande invasion de l'Europe et de l'Asie occidentale par la race gaélique, puis la désunion et le déclin de la Gaule qui suivirent, furent probablement dus au même phénomène et sont le résultat d'une unification encore plus prématurée et plus mal formée que celle de la Macédoine. Toutes furent le point de départ de grands mouvements impériaux. Cependant, ces nouvelles unités supranationales étaient des tentatives prématurées et trop vastes d'unification de l'humanité, la faiblesse de ces unités impériales nées de la conquête étant leur tendance à détruire les unités plus petites, qu'elles assimilaient afin d'en nourrir la vie de l'organe dominateur, comme l'a fait l'Empire romain.
la Gaule, l'Espagne, l'Afrique, l'Égypte furent donc anéantis, transformés en matière morte, tandis que leurs énergies étaient aspirées par le centre, Rome. En étouffant, si pacifiquement que ce fût, les cultures vivantes ou l'individualité naissante des peuples qu'ils gouvernaient, ils avaient privé ces peuples des sources de leur vitalité, des racines de leur force. Sans doute, ils avaient éliminé toutes les causes positives de scission et établi une force d'opposition passive à tout changement disruptif. Mais l'Empire ne vivait qu'en son centre, et lorsque ce centre a commencé de s'épuiser, le reste du corps n'avait plus de vie positive et abondante pour pouvoir régénérer l'Empire. À la fin, Rome ne pouvait même plus compter sur l'appoint d'individus vigoureux venus des peuples dont elle avait exprimé la vie sous le poids d'une civilisation d'emprunt. Elle a dû faire appel aux barbares des frontières. Quand elle est tombée en miettes, ce furent les barbares, et non les vieux peuples ressuscités, qui sont devenus ses héritiers. Car leur barbarie était au moins une force vivante, un principe de vie, tandis que la civilisation gréco-romaine était devenue un principe de mort. Toutes les forces vivantes dont le contact aurait pu modifier ou renouveler sa propre force étaient détruites. Finalement, sa forme même a dû être brisée, et son principe semé de nouveau dans le sol vierge de la culture vivante et vigoureuse de l'Europe médiévale. Ce que les Romains n'avaient pas eu la sagesse de faire dans leur empire organisé, car même l'instinct politique le plus profond et le plus sûr n'est pas la sagesse, a dû être fait par la nature elle-même à travers l'unité vague, mais vivante, de la chrétienté du Moyen-Âge. Depuis lors, l'exemple de Rome a hanté l'imagination politique de l'Europe. On le retrouve non seulement derrière le Saint-Empire de Charlemagne, derrière la tentative gigantesque de Napoléon et le rêve germanique d'un empire mondial gouverné par l'efficacité teutonique et la culture teutonique. Mais toutes les nations impériales, y compris la France et l'Angleterre, ont jusqu'à un certain point marché sur ces traces. Mais, et cela est assez frappant, chaque fois qu'un peuple a tenté de renouveler le succès romain, il a échoué. Les nations modernes n'ont pas été capables de suivre Rome jusqu'au bout du chemin qu'elle avait tracé. Ou si elles ont essayé, elles se sont heurtées à des conditions différentes et se sont effondrées, ou elles ont dû faire halte. Tout se passe comme si la nature avait dit « Cette expérience a été une fois poursuivie jusqu'à sa conséquence logique, et une fois suffit. J'ai établi de nouvelles conditions, trouvez-vous de nouveaux moyens, ou du moins corrigez les anciens et complétez-les s'ils sont insuffisants ou mal dirigés. » La création de l'agrégat national était donc réservée au millénaire qui a suivi l'écroulement de l'Empire romain. Et pour résoudre le problème qui lui avait été légué, le monde a dû subir un recul et abandonner pendant cette période la plupart des gains, sinon tous, que l'humanité avait acquis avec les cités-États. Il fallait résoudre ce problème avant de pouvoir tenter un effort véritable, non seulement pour développer une communauté solidement organisée, mais progressive et de plus en plus perfectionnée, non seulement un moule de vie sociale solide, mais à l'intérieur de ce moule, une libre croissance de la vie elle-même, dans son intégralité.